L'imagerie fonctionnelle. Les médicaments cytostatiques qui correspondent principalement à tous les médicaments actuels qui sont développés ainsi que les thérapies ciblées qui, eux, vont entraîner une stabilisation tumorale et une modification intratumorale. Vous voyez tout de suite que dans cette deuxième catégorie de traitement, les critères morphologiques vont être bien sûr limités puisqu'il prend en compte que la taille tumorale. Et ces médicaments n'induisent pas la régression de la taille tumorale. Et c'est dans ce cadre que l'imagerie fonctionnelle a toute sa place. C'est les différentes techniques d'imagerie qui permettent d'avoir accès à des informations physiopathologiques concernant la tumeur. Et cette imagerie ne suppose pas à l'imagerie morphologique, bien sûr, mais la complète. Différentes techniques d'imagerie fonctionnelle sont à notre disposition. L'IRM de diffusion qui va s'intéresser principalement à l'architecture de tissu et en particulier à la cellularité et toutes les techniques qui vont s'intéresser à la microcirculation. Il y a des techniques d'imagerie métabolique qui sont le PET scanner et la spectroscopie. Et enfin des techniques moins répandues qui sont l'imagerie de type BOLD qui étudie l'oxygénation tissulaire et des techniques d'élastographie qui s'intéressent aux propriétés visco-élastiques des tissus. L'IRM de diffusion et l'imagerie de perfusion. Le principe est assez simple. Il consiste à rehaussement des tissus au cours du temps afin d'évaluer l'état de la microcirculation. En effet, on sait que dans les tissus tumoraux, il y a une néo-angiogenèse avec une augmentation du nombre de vaisseaux, mais aussi des vaisseaux qui ne sont pas normaux, avec un caractère en général hyperperméable de ces vaisseaux. Et pour faire ces examens, on réalise une acquisition répétée, que ce soit au scanner ou en IRM, et centrée sur une région d'intérêt. Et ensuite, c'est assez simple, on dessine une région d'intérêt dans la zone qui nous intéresse, et vous regardez ce rehaussement au cours du temps. Et au scanner, c'est plus simple qu'en IRM, puisque la densité est directement proportionnelle à la concentration de produits de contraste dans le tissu en IRM. Le signal est indirectement proportionnel à la concentration de produits de contraste. Et ça, c'est une information très importante pour faire de l'IRM de perfusion. Et pouvoir analyser les paramètres de perfusion, et vous devez faire une cartographie de signal T1 avant réalisation d'acquisition de perfusion. La première approche est assez simple, c'est l'approche semi-quantitative. Et vous regardez la courbe de rehaussement et vous déduisez des paramètres assez simples qui sont la pente de watch-in, la pente de watch-out, l'air sous la pente et surtout l'intensité du pic et le temps jusqu'au pic. La deuxième approche est plus compliquée, c'est l'approche quantitative et qui va impliquer différents modèles mathématiques. Et vous voyez que là, dans la formule ici qui permet de calculer les paramètres de perfusion, et nous avons sur la formule mathématique la concentration artérielle. Et en effet, tous ces modèles mathématiques prennent en compte une fonction d'emblée artérielle qui correspond au débit dans l'artère qui va vasculariser la tumeur. Là, selon le logiciel que vous allez utiliser, cette fonction d'entrée soit se définit au sein d'une population et en général, vous avez le choix entre trois types de fonctions. Une fonction rapide, une fonction intermédiaire ou une fonction lente. Soit vous devez placer une région d'intérêt dans l'artère afférente. Le problème, c'est souvent cette artère afférente est de petit calibre et donc dans de nombreux cas, on place la région d'intérêt dans l'aorte. Et on verra plus tard quelles sont les conséquences de ces différents choix. Ensuite, vous appliquez votre modèle mathématique et du logiciel de post-traitement que vous devez utiliser. Il va vous donner accès à différents paramètres de perfusion, des paramètres en rapport avec le flux sanguin, le volume sanguin,
des paramètres en rapport avec l'espace extravasculaire et extracellulaire, le volume de distribution et interstitiel et des paramètres de perméabilité capillaire. Ici, c'est schématisé les trois modèles le plus souvent retrouvés dans les logiciels commerciaux. Et vous voyez qu'on a toujours accès au volume de distribution interstitielle, pas toujours accès au volume plasmatique, et on a toujours des informations sur la perméabilité capillaire. En pratique, selon les différents constructeurs que nous pouvons avoir, et les paramètres que nous pouvons avoir sont les paramètres calculés qui reflètent en général le volume sanguin au scanner, le temps de transit, le flux sanguin, le produit perméabilité surface qui reflète la perméabilité capillaire. Et en IRM, c'est le volume sanguin, le volume de distribution interstitielle, le constant de transfert, K-trans, et le KEP constant de lavage. Et tous ces paramètres peuvent être calculés avec les deux techniques, et ces deux techniques ne proposent en général, les logiciels génèrent des cartes paramétriques, et sur ces cartes que vous avez dessiné votre zone d'intérêt, et vous obtenez la valeur de chaque paramètre dans la lésion que vous étudiez. Ici, c'est juste un petit exemple, c'est un scanner de perfusion, on voit les cartes paramétriques des paramètres semi-quantitatifs avec les différentes entre les métastases hépatiques et les paramètres hépatiques adjacentes. Ici un exemple aussi des métastases hépatiques, et ici c'est une IRM de perfusion, et on a des cartes de paramétriques semi-quantitatives et des cartes paramétriques quantitatives. En IRM, une approche alternative est possible, qui est l'approche sans contraste, et cette approche est une approche par marquage de spin ou spin labeling, qui utilise le produit de contraste endogène, qui sont les protons, et elle a comme avantage d'être répétable parce que se concentre sur une lésion cible, mais elle ne donne accès qu'au flux sanguin, et son principe est assez simple. Vous faites la première acquisition dite sans contraste, vous appliquez une bande de saturation en amont de la région étudiée. Ici, on simule une lésion rénale et appliquer une bande de saturation au niveau de l'artère rénale après un délai nécessaire pour que les spins arrivent dans la lésion, et on fait une deuxième acquisition, et après on fait soustraction, la première et la deuxième acquisition, et vous avez l'information sur le flux sanguin. Quelles sont les applications de l'imagerie de la perfusion? On peut séparer les applications en deux catégories. On a la prédiction de la réponse. Est-ce que selon les valeurs des paramètres, on peut savoir si le patient va répondre ou non? Et le deuxième groupe d'applications pour l'évaluation de la réponse à la chimiothérapie. Tout d'abord, on a la prédiction de la réponse. Quelques grandes idées. En gros, plus la tumeur est vascularisée, plus les capillaires sont perméables, plus la lésion va répondre. Ceci a été bien démontré dans certains nombres de cancers. Ceci est un tableau récapitulatif des taux exhaustifs des cancers qui principalement ont été étudiés, et certaines références évoquent que les paramètres qui ressortent de manière significative sont assez variables selon les études, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les paramètres de perfusion sont très élevés chez les patients qui sont répondeurs. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces différents types tumoraux, quelle est la thérapeutique utilisée et à quel traitement, on va pouvoir prédire la réponse. Eh bien, ce n'est pas du tout que le traitement anti-angiogénique, puisque seules les études sur le CHC et le cancer du rein utilisaient les anti-angiogéniques. Et vous voyez les autres lésions étudiées, c'est les thérapeutiques standards, chimiothérapie ou radiochimiothérapie. Juste un petit mot sur le cancer du rein métastatique, puisqu'il me paraît intéressant de vous montrer ces études où on peut prédire la réponse, mais on peut plus. En plus, vous pouvez voir les paramètres de perfusion sur l'examen initial qui sont corrélés à la survie sans récidive. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir dire au clinicien avant le début de son traitement quelle est la survie potentielle de son patient
sous le traitement qu'il veut l'introduire. Au scanner, même si les paramètres sont différents entre les répondeurs et les non-répondeurs, on n'a pas trouvé de corrélation avec la survie globale. Un petit mot sur le cancer ORL, et vous voyez dans cette étude, on y a que la constante de transfert de 4 onces a été corrélée avec le taux de contrôle local. Et pareil, des informations intéressantes pour les cliniciens. La deuxième application de l'imagerie de perfusion, c'est l'évaluation de la réponse tumorale. Et l'objectif des différents traitements, bien sûr, c'est d'être à l'origine d'une augmentation de survie. Et ça passe parfois, et notamment le cas de traitement anti-angiogénique, par une diminution de la vascularisation, une diminution de la perméabilité tumorale, par normalisation du réseau capillaire. Ces deux signes étant des signes de réponse tumorale, d'où l'intérêt de l'imagerie de perfusion est ici bien démontré dans 4 types de cancers. Le CHC est cancer du rein métastatique, bien sûr, ces lésions étant hypervasculaires. On imagine l'intérêt de l'imagerie de perfusion dans ce type tumoraux, mais également dans le cancer du sein et le cancer du rectum. Pareil pour la prédiction de la réponse. Et vous voyez les paramètres qui ont été étudiés dans les études et qui ressortent significatifs et qui sont assez variables selon les études avec le 4 onces qui réapparaît souvent. Si on le regarde, c'est quoi les auteurs se sont intéressés. Vous voyez que le plus souvent, on regarde comme même la variation des paramètres et pas uniquement une valeur absolue en post-traitement pour évaluer la réponse, d'où l'intérêt bien sûr, le même examen en pré-traitement qu'en post-traitement. Et si vous allez le voir, c'est possible de réaliser dans le même centre. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que la variation, bien sûr, c'est très importante chez les patients qui vont répondre. Et en général, dans des études qui ont regardé les valeurs absolues, les paramètres sont plus bas chez les patients répondeurs. Pareil que pour la prédiction de la réponse. Et vous voyez que les différentes études ont inclus, bien sûr, du traitement anti-angiogénique, mais pas uniquement, avec de chimiothérapie dans le cancer du sein et de la radiochimiothérapie dans le cancer du rectum. Juste quelques exemples ici. Dans le carcinome hépatocellulaire, vous voyez que les variations de l'air sous la courbe sont corrélées au temps jusqu'à progression. Donc là, des infos de survie sans progression aussi intéressantes pour le clinicien. Et c'était CHC traité par Avastin. Pareil pour le cancer du rein, dans cette étude réalisée par Nathalie Lasso en 2010 à l'IJR, on retrouve que l'ensemble des paramètres étudiés en échographie de contraste permettent de différencier les répondeurs les non-répondeurs. Je vous montre cette étude réalisée par Arterial Spain Labeling. Vous montrer que c'est possible de faire ce type d'étude, et cette étude de Cédric de Bisler qui trouve une corrélation négative entre le temps jusqu'à progression et les modifications de la perfusion à un mois de début du traitement. Quelles sont les limites de l'imagerie de la perfusion? Je vous ai dit qu'il fallait choisir une porte d'entrée artérielle. Et comment choisir cette fonction d'entrée? Et vous voyez que ce choix est très important parce que ce logiciel que nous demande de choisir dans les fonctions prédéfinies, et vous voyez bien, si on choisit une fonction d'entrée rapide, intermédiaire ou lente, les paramètres ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est une limite de cette imagerie. La deuxième possibilité pour le choix de la fonction intra-artérielle, c'est la mise en place d'une région d'intérêt dans une artère afférente. Je vous ai dit qu'on peut la mettre soit dans l'aorte, qui pose parfois des problèmes en raison de la haute concentration de gadolinium dans l'aorte et de l'effet de T2 étoile de cette haute concentration qui donne des valeurs aberrantes de fonction entrée artérielle. Le problème de le mettre dans une artère nourricière, c'est en général en raison de sa petite taille, on risque d'avoir des effets de volume partiel
et en l'absence de très haute résolution spatiale, il est en général impossible de mettre une région d'intérêt dans l'artère. L'autre problème majeur de l'imagerie de perfection, c'est sa reproductibilité. Cet article récent dans la radiologie a bien montré, et vous voyez ici les coefficients de variation, ici interobservateur allant jusqu'à 70%. Si vous rendez bien compte, quand vous trouvez une variation de 30%, il devient donc difficile de dire si elle est liée à l'efficacité du traitement ou juste la variabilité de la technique.